Ok. Alors, bienvenue sur le podcast Camarade. Mon nom c'est Youssouf et aujourd'hui j'ai quelqu'un de spécial que j'ai sur le podcast et c'est un honneur pour moi de recevoir ce monsieur-là. Il a été mon professeur de maths au lycée et monsieur Ilbodo Romial. Bienvenue sur le podcast. Merci, merci. Ouais. Et franchement, dans ma vie, j'ai eu des professeurs et ma première fois de voir un professeur qui se soucie des, des- de ses élèves, ça a été, bien sûr, au Bambaté, ça a été vous avec mon professeur d'anglais, monsieur Salou aussi. Et j'aimerais savoir d'où vient qu'est-ce qui vous donne cette force-là en ce moment de vous soucier de vos élèves. Merci pour cette occasion de me donner la parole. Vraiment, encore, c'était vraiment une très grande joie d'abord de te rencontrer. C'était Merci encore aux beaucoup. États-Unis. Uh-huh. Tu es en bonne position. C'était une fierté pour moi en tant que ton ancien enseignant. Merci. Et aussi, j'ai été très, très touché parce que j'ai revu le même Youssouf qui avait de l'admiration entre griffes pour moi. Merci. Et pour aller tout de suite sur la question, en fait, je pense que dans la vie, toute chose qui est faite par amour doit être toujours bien faite. Okay. Et premièrement, pour être sincère, c'est le métier que j'aime le plus, l'enseignement. Ah, ok. Ça, c'est un. Et Dieu aussi m'a béni avec des élèves qui écoutaient, avec qui il n'y avait pas de relation entre genre professeur-élève, mais entre des gens qui sont là pour un but bien déterminé. Ouais. Et c'est ce que j'ai retenu de votre génération. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui sont comme toi dans des positions que j'estime bien plus que l'homme évolue. Oui. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup motivé à vouloir faire beaucoup. Je n'enseigne plus, mais ça me manque terriblement. Ah, ok. Oui, Euh, merci. euh, j'ai plein de questions, mais vous avez noté quelque chose qui m'est toujours trotté la tête. Le fait que vous avez, en tout cas, j'ai remarqué que vous aviez essayé de casser cette barrière entre élèves et professeurs. Et même souvent, quand il fallait durcir le ton, en dehors des classes, ça veut dire que ce soit l'élève que vous avez durci le ton avec, au dehors, c'est différent. C'est pas comme, ça veut dire, vous remettez cette amitié ou cette relation avec l'élève là. Et ça m'a pris du temps avec la maturité de revoir tout ça parce que bon, j'ai des amis qui sont professeurs aujourd'hui ou enseignants et je vois que tout le monde n'a pas Ouais. cette seulement il y a la volonté et il y a un art aussi dans Oui. l'enseignement Ça, c'est vrai. et c'est quelque chose que j'ai pas vu avec beaucoup de personnes. Oui. Et j'apprécie ça beaucoup. Ah, d'accord, Et merci. avec la maturité, je sais que bon, beaucoup d'entre nous, on arrive à apprécier aujourd'hui. Oui. Et franchement, un grand merci pour ça. Merci. Merci encore. Vraiment, je suis vraiment très touché. Yeah. Pour en rajouter un tout petit peu, c'est que ce que l'on fait dans la classe doit supporter ce qui doit se faire dehors. Oui. Et même quand tu touches, parce que chacun a une sensibilité, quel que soit l'âge de la personne, j'ai cette sensibilité que même quand je touche un élève dans mes remarques ou peut-être dans mon durcissement, il faut trouver un moment propice pour le remettre encore dans le bain, dans la confiance. Ok. Et c'est ça, avec ça, moi, en fait, c'était mon essence pour garder mes relations avec mes élèves. J'ai toujours eu des relations particulières avec mes élèves. Et je ne croyais pas que ça allait porter aussi grand parce que la dernière fois que je t'ai vu, j'étais vraiment très, très surpris. Oui, il y a un autre que vous avez enseigné qui était là, qui vient de rentrer récemment, Cyril. Oui, Cyril m'a appelé, j'ai promis de passer, mais on s'est vu. Il m'a même présenté monsieur le consul, j'ai promis de passer, mais c'est New York. Oui, Et ça, comme souvent je passe que certains de mes élèves, ils m'embarrassent. Je suis allé par exemple chez un de mes élèves qui est bien connu ici, je voudrais pas. Je suis allé chez lui, d'abord le premier jour qu'il m'a vu en ce moment, je fumais encore la cigarette. Il m'a acheté 2 paquets de Marlboro. Et je lui rends visite, il me reçoit bien. Quand je partais, il me donne $100.
Mais il m'a chassé de chez lui depuis ce jour-là. Donc, en fait, c'était la même chose avec Cyril et avec les autres. Souvent, j'ai de l'appréhension. La seule grande joie que j'ai, c'est quand je vois mes élèves qui sont à des postes, qui sont à des responsabilités, qui ont quelque chose ils ont un rêve, ils ont quelque chose qu'ils veulent faire. Ça, quand je vois ça, j'ai fait un très grand travail. Ça veut dire parce que ces élèves-là, avec le travail de tous mes autres collègues, ont pris cela pour faire fructifier. Et c'est ce qui vraiment me fait marcher. C'est ce qui peut me faire sourire. Mais vous ne pensez pas que... Parce que souvent, bon, tu grandis et tu vois ton professeur, tu as souvent envie de lui faire cadeau. Ou peut-être tu peux ne même pas avoir la chance de revoir le professeur. Oui. Donc, je pense que, bon, ce monsieur-là, le fait qu'il vous a vu, je pense que, bon, peut-être que c'était un geste que peut-être vous aurez préféré qu'il ne fasse pas, mais bon, je pense que peut-être souvent c'est juste pas. Oui, en fait, chacun a ses faiblesses. Oui. D'autres pourront dire que j'ai été extrême, mais chacun, c'est ce qui fait l'homme. Oui, Parce qu'on n'est pas parfait. ça c'est vrai. Voilà. Et donc, mais on est toujours en contact, on se voit, ça va très bien. Je connais sa femme, ses enfants et tout le monde, bon, donc ça va. Mais comment vous vous sentez quand vous voyez quelqu'un que vous avez essayé par tous les moyens pour essayer de pousser? Parce que, bon, moi, j'ai vu ces cas-là là où vous avez essayé d'enlever cette relation professeur-élève, essayer d'être ami, la personne ne comprenait pas, vous avez serré le ton, la personne ne comprenait. Vous avez essayé par toutes les manières et à la fin, vous vous rendez compte, même si vous avez poussé l'élève à aller loin et que, bon, ça ne marche pas. Quand vous voyez ce genre de personnes-là, c'est quoi vos sentiments? Je peux répondre cela en se basant toujours sur le même principe qui m'a toujours guidé. Par exemple, quand je faisais par exemple un devoir et que par exemple 70% de mes élèves n'ont pas 7 et plus, ce devoir, je l'annule automatiquement. Oui. Parce que je me donne toujours deux raisons. Et chaque fois que j'analyse, je tombe juste. Soit premièrement, je suis allé trop vite quand j'expliquais la partie du cours, ou bien en ce moment, ils avaient trop de devoirs à cette période. Ça veut dire, en fin de trimestre, chaque professeur vient, il ne s'occupe pas des élèves, et juste, il trouve un jour, juste pour son devoir. Alors que peut-être ce jour, les élèves préparaient déjà 3 devoirs. Oui. Donc, quand ces situations arrivent, tu ne peux pas avoir un bon résultat. Ce n'est pas une évaluation de tes élèves. Oui. Et donc, à ce moment, ce devoir, soit je l'annule, ou bien je fais plus 2 à toute la classe Oui, ça, pour pouvoir compenser, parce que peut-être je n'ai pas le temps pour faire un autre devoir. Oui. Mais le principe est que quoi? Quand je dis 70%, il y a encore 30% qui sont ailleurs. Oui. Et dans la vie, quand je rencontre ces cas, je me dis, soit ce n'est pas le moment de la personne de se rendre compte du bien qu'on lui fait, ou bien il faut admettre qu'il y a aussi des gens là où ça ne va pas marcher. là où ça ne va pas. Oui, ça va. Donc, c'est en fait le même principe qui me guide. Ça me pince le cœur, mais c'est ça aussi la réalité. Moi, ce qui m'a toujours ébahi, c'est le temps qu'on donne aux professeurs. Vous enseignez et vous avez peut-être du lundi au vendredi ou souvent au samedi pour enseigner. Et on vous donne, et vous devriez donner des devoirs. Prendre ces devoirs, aller à la maison, corriger ces devoirs. Prendre le temps de comprendre pourquoi ces élèves-là n'ont pas réussi à faire. Et ce temps à la maison-là, qui paye ce temps-là? Non, en fait, la satisfaction vient du fait que l'année qui va suivre, tu vas les voir encore dans une autre classe. Dans une autre classe. C'est en ce moment, tu retrouves d'abord, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas évaluer. Et ça, il faut le vouloir pour pouvoir le rechercher. Et si tu es un professeur qui ne le fait pas, c'est que tu ne l'as pas voulu. Ça, en fait, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de professeurs qui sont dans les lycées ou dans les universités qui comme vous, qui se tuent à enseigner et ils doivent partir à la maison, corriger les devoirs. Oui, beaucoup, on les paye par heure. OK, si on doit payer la personne par heure pour qu'il
pour que la personne enseigne dans une école. Mais on ne paye pas la personne quand la personne part à la maison. Parce que le travail à l'école, là, ça c'est à part. À la maison, c'est un autre travail. Parce qu'il faut que la personne ne soit pas fatiguée pour bien lire et corriger, donner des notes et à savoir comment guider cet élève-là. Et souvent, il y a 30, 40, 50, 60 élèves dans une classe. Ouais. Et si on me donne 50 copies ou même 20 copies à corriger, je ne sais pas si je vais finir ça dans une semaine. Tu as bien fait de le dire. Tout de suite, je vais seulement dire que si c'est l'argent qui te motive, ne viens pas dans l'enseignement. Ah, ok. Si c'est l'argent qui motive une personne, cherche autre chose à faire, ne viens pas dans l'enseignement. Okay. Quand je faisais mes études, on m'a orienté pour faire, premièrement, en médecine. J'ai dit, je ne peux pas être médecin parce que je sais que je ne peux pas faire la santé. Ok. C'est là que je me suis orienté à MP. Et là, quand je suis arrivé, en deuxième année, j'avais la possibilité d'aller faire géologie et mine. Ça, je voulais le faire. Oui. Mais je me suis dit non, il n'y en a pas. J'ai même discuté avec un de mes professionnels qui est médecin actuellement, prominent. Et j'ai dit non, je vais aller dans l'enseignement. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit non, je crois que c'est là-bas que. Parce que là, les mines, tu peux ne pas aller trouver peut-être ce que tu cherches. Mais les élèves, au bout de 4-5 ans, tu dois pouvoir voir le résultat. Et j'aime quand je fais un travail, Voilà. tout de suite voir le résultat. Voilà un de mes résultats qui est là et qui est palpable, qu'on ne peut pas évaluer. Je vois. On ne peut pas quantifier. C'est vrai que je pensais que c'était au Burkina seulement, mais je pense presque dans le monde, dans beaucoup de pays, l'enseignement, c'est plus pour des gens qui ont la passion que plus si quelqu'un veut se faire de l'argent. Parce que je voulais dire un peu comme la médecine, mais parce que bon, la médecine, si tu es peut-être dans nos pays, mais même dans nos pays aujourd'hui, beaucoup de docteurs créent leur propre clinique. Et je pense que les professeurs aussi peuvent le faire. Mais j'ai l'impression que dans ce monde-là, on enlève l'importance de l'enseignement en ne rémunérant pas beaucoup plus les enseignants pour qu'ils puissent. Parce que je pense que si l'enseignant a beaucoup de temps et moins de problèmes pour voir ses élèves, je pense que le pays va... les gens vont mieux avancer. Pas seulement les pays, mais personnellement, les gens vont mieux avancer. Tu sais, aucun pays ne s'est développé en négligeant l'enseignement. Parce que c'est la base de tout. S'il est bien enseigné, sur le plan hygiénique, il va éviter les microbes, donc des maladies. Pour lui-même, il va encore, avec ce qu'il a appris, il peut encore produire des biens, etc. C'est pourquoi un pays qui souhaite aller de l'avant doit investir dans l'enseignement. Quand tu investis dans l'enseignement, tu ne le retrouves pas tout de suite, comme quand tu vas arrêter, par exemple, quelqu'un, un douanier arrête tout de suite, on paye, il a l'argent tout de suite. Non. Mais à la longue, vous allez voir les intérêts. Quand je parle aujourd'hui, tu as ta fonction. Bonzi, il est dans la diplomatie. J'ai l'autre qui est dans la cuisine. J'ai plein d'autres. Et c'est ça. Et tous ces gens, ils travaillent à la fin pour le bien du pays. Et que je vois encore que, par exemple, mes élèves ont toujours encore ce patriotisme, ce sens de l'amour du pays. Et ça, c'est inestimable. C'est inestimable. Pour quelqu'un qui... Sinon, il y a la plus... Pour se faire de l'argent, non, c'est la chose la plus facile. Ah, c'est vrai. La chose la plus facile, tu te sacrifies, tu te coupes de tout et puis tu ne te concentres que ça, que tout ce qui va... Et tu vas le faire. Mais maintenant, est-ce seulement l'art? Est-ce la vie, c'est seulement avoir de l'argent? Non. Ça, c'est un point de débat encore. Ça, c'est vrai. Mais j'ai souvent eu l'impression que ce qui manque à l'enseignement dans nos pays, surtout en maths, PC, et surtout dans les langues aussi, c'est le manque de genre d'atelier. Par exemple, si
on est si par exemple vous donnez des cours en maths ou bien en chimie, ce serait bien si l'élève peut expérimenter beaucoup de choses comme ça. Oui. Pour que ça lui reste et pour lui donner la passion de vouloir le faire. Ouais. Et souvent, j'ai l'impression que dans nos pays, on étudie, on apprend les maths sans savoir pourquoi on apprend. Sans savoir pourquoi on apprend les maths. Parce que, par exemple, il ne faut pas que les mathématiques soient quelque chose juste d'abstrait. C'est pourquoi, par exemple,